Salut tout le monde, on est ici dans une nouvelle petite vidéo. Je retire parce que comme par hasard, il y a une petite bulle de notification qui vient sur le timer et c'est vraiment problématique. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Des adaptations, parce qu'il y a vraiment une grosse guerre en ce moment sur les réseaux. Sur Twitter, c'était vraiment la grande bibac. Les gens étaient complètement excités. Alors, si tu ne sais pas de quoi on parle, là on est en train de parler de tout simplement Je te promets. Alors je te promets, c'est l'adaptation française de la série This Is Us. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse guerre, il y a deux clans. D'une part, il y a le clan de ceux qui ont vu la série américaine et qui ne sont pas d'accord parce qu'ils disent c'est pas possible, on ne peut pas faire une adaptation pareille. Et à côté de ça, il y a le clan de ceux qui ont vu uniquement la série Je te promets et qui trouvent ça génial et qui sont là à dire bah ouais finalement elle est pas mauvaise. Alors c'est assez bizarre parce que il y a une grosse guerre quand même sur cette série, sur Je te promets et This Is Us, alors que les gens sont tous en train de s'extasier sur la série En thérapie. En thérapie, si tu ne le sais pas, il ne se cache pas que c'est une adaptation d'une série israélienne. Mais la série israélienne s'inspire plus ou moins d'une série américaine diffusée sur HBO, In Treatment. Alors, In Treatment, en analyse, c'était la traduction en française de la série américaine, et là, ça devient En thérapie. Mais voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un remake? Non. C'est simplement la manière dont est écrit l'histoire, la manière dont c'était original qui est reprise. C'est-à-dire qu'on suit à chaque épisode une séance. Dans la série In Treatment, progressivement, on basculait et on glissait dans la vie intime de l'analyste, tout simplement parce que l'analyste est celui qui analyse les patients. Et faut savoir une chose, c'est que même s'il doit rester neutre, son quotidien, sa vie personnelle va peu à peu affecter son travail. Voilà. Donc là, on revient tout simplement à la série Je te promets. Alors, c'est quoi le problème avec la série Je te promets? Il y a un grand débat. Depuis déjà la nuit des temps, il y a un grand débat sur comment on adapte une série, comment on adapte un roman. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont te dire il faut que ça soit euh, du mot à mot. Donc, un remake. Donc on laisse de côté tout ce qui est le parti pris, on laisse de côté tout ce qui est transposition, voilà, parce qu'en fait, une bonne adaptation, c'est une adaptation qui va savoir transposer. Qu'est-ce que ça veut dire transposer? Pendant plusieurs années, par exemple, Uber n'existait pas encore en France. Donc Uber, c'était quelque chose que personne ne connaissait. Comment on transposait ça pour la culture française? Tout simplement, on disait taxi ou chauffeur privé ou VTC. Mais le problème, c'est que le terme VTC n'était pas très popularisé. On ne savait pas ce que c'était. C'est Uber qui a popularisé ce terme-là, VTC. C'était véhicule, VTC, véhicule touriste. Je sais plus c'est quoi le C. Voilà, bref. Donc, comment on fait? Bah, tant que le terme n'était pas popularisé, tant que le terme n'était pas dans la culture, traduire simplement, dire simplement j'ai pris un Uber, un Français moyen qui n'est jamais allé dans un pays où c'était populaire ne pouvait pas comprendre. C'est ça le but de la transposition. C'est-à-dire que quand tu fais une adaptation, il faut adapter l'adaptation au public. Et beaucoup de personnes ont été frustrées, en colère, lorsqu'on a adapté par exemple This Is Us, Je te promets, qu'on a modifié la fameuse réplique culte des citrons amers pour en faire des raisins amers qui deviennent de bons vins. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que la France est le pays du vin. Et ça va avoir un côté plus poétique de parler de vin que de parler de limonade ou de citronnade. Les Français vont dire ouais bof, c'est tiré par les cheveux, alors que là dire qu'un raisin va devenir un bon vin, bah ça marche, tout le monde comprend. Alors il y a du coup deux écoles, et le pire, vous savez c'est quoi le pire? C'est que dans tous les gens qui défendent absolument les adaptations et compagnie, on a un film, le film The Crow. The Crow qui, Alex Proya, qui a été souvent
décrié comme étant un chef-d'œuvre, lui-même est une adaptation. Et les gens qui ont lu le roman graphique ont tous dit la même chose après avoir vu le film. Bah, c'est pas pareil. Mais oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Sarah ne s'appelle pas Sarah dans le livre. Shelley, bon, bref, tout a changé. Même l'ambiance du roman a changé. C'est-à-dire que dans le film, on est dans une ambiance gothique, fantastique gothique. Dans le roman, on est dans une ambiance gothique, mais avec beaucoup d'atmosphère de contemplation. C'est-à-dire que on était sans cesse à voir les pensées de Eric qui étaient mis en avant. Et de plus, Eric, dans le roman, son nom n'est pas mis autant en avant que dans le film, où là, c'est Eric Draven. On le sait, on le martèle et tout ça. Et en plus, dans le roman, la mort du couple n'est pas la même que dans le film. Mais pourtant, tout le monde a trouvé ça fabuleux. Tout le monde a dit que c'était un chef-d'œuvre, que c'était la meilleure adaptation qui soit de la série The Crow, au point où on est parti mettre sur le bûcher le numéro 2, qui était une suite, une vraie suite du premier film, où on retrouve Sarah qui est adulte. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de séries The Crow en bande dessinée, c'est-à-dire que The Crow est devenu une sorte de franchise, est devenu une sorte d'ouverture à plusieurs histoires, un peu comme on a eu avec Star Wars, ou comme avec plein de films, c'est ce qu'on peut appeler une série. C'est-à-dire qu'on a un élément commun, on a une ambiance commune, on a une construction commune, et à chaque fois on redémarre une histoire avec un nouveau personnage. Voilà, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais le terme série, ça veut dire que ça redémarre. C'est-à-dire que tu peux avoir, par exemple, les séries Petit Meurtre A, c'est une série. C'est-à-dire que le point commun, c'est que c'est tourné dans une ville et on met en avant une ville et il y a un cahier des charges. Une série feuilletonnante, c'est une série que tu vas regarder avec une suite dans l'intrigue et un arc narratif commun. C'est du coup, bah, t'as l'exemple, je sais pas, de Plus belle la vie. Plus belle la vie, c'est un feuilleton. Alors c'est un feuilleton, une série feuilletonnante. Charmed, quand ils ont introduit Cole, le personnage de Cole, on a eu un début d'intrigue qui se suivait autour de la source, autour de la triade, et c'est devenu du coup une série feuilletonnante. Mais avant ça, ça se suivait pas trop. Alors, tu vas me dire pourquoi beaucoup de séries prennent la décision d'abord commencer de manière vraiment série sans être très feuilletonnante. C'est tout simplement parce que ça permet de tester la série, c'est-à-dire que tu peux la mettre, la diffuser de manière voilà, aléatoire ou même dans un ordre logique, mais le spectateur n'est pas obligé d'avoir vu l'épisode précédent pour pouvoir accrocher. Ça, c'est un moyen du coup d'accrocher le spectateur. Alors qu'une série qui va jouer sur vraiment la suite logique, bah c'est un peu compliqué parce que tu es obligé de forcer le spectateur à avoir vu le premier épisode, ou alors tu alourdis ton épisode en termes de temps avec un previously ou un récapitulatif en début de chaque épisode. Ça se fait de plus en plus, ça permet du coup de comprendre ce qui s'est passé avant. Et d'ailleurs, même dans le Caméléon, hein, la Caméléon, c'est pas forcément la série qui est la plus feuilletonnante qui soit. On a dans certains épisodes un récapitulatif. Le fameux épisode avec où Jarod aperçoit sa mère sortant d'une voiture, et avec cette scène au ralenti, on voit la mère qui fait I love you, et lui qui hurle, qui pleure, qui crie parce que le centre est en train de pratiquement l'attraper et il n'a pas le choix du coup. Et ça, c'est un épisode qui, l'épisode suivant, a eu ce récapitulatif parce que c'est simplement une scène forte et on a essayé de créer ce qu'on appelle une continuité. Alors évidemment, dans l'adaptation, là on revient un peu nos moutons, on parlait principalement de l'adaptation, comment faire pour que une adaptation fonctionne. On a deux solutions, comme je vous ai dit, soit on fait quelque chose qui est collé mot à mot. Le problème, c'est que du coup il y a un gros conflit, c'est-à-dire que le spectateur n'a pas forcément tous les éléments culturels, tous les éléments de langage, et il ne va pas comprendre. Donc il sera un peu perdu. Et lorsqu'un spectateur est perdu, il ne peut pas accrocher. Ou alors, c'est un spectateur qui a le temps d'aller se documenter pour comprendre exactement de quoi on parle. Dans un autre format, c'est-à-dire un autre médium, le manga, ce que j'aimais beaucoup, par exemple, dans
GTO, c'est que GTO te mettait un petit lexique à la fin de chaque volume afin de comprendre de quoi on parle. C'était un lexique culturel, un lexique de langage, et ça permettait du coup de lire GTO avec les vrais termes japonais et de comprendre de quoi on parle, de comprendre exactement les choses. Ce qui permet du coup d'avoir une traduction plus proche de l'œuvre originale, mais de ne pas être perdu au point de devoir faire des recherches vu qu'on te livre la recherche. Alors GTO avait fait un lexique en fin de volume exprès pour éviter d'alourdir les planches parce que certains mangas parfois mettaient des petits astérix en bas de page et souvent écrits de manière très abrupte, très petit, ou bien quand c'est pas écrit petit, on dénature finalement la planche parce que la planche en elle-même c'est de l'art. C'est-à-dire que c'est une œuvre d'art, une planche de BD, une planche de manga. C'est-à-dire que l'auteur a dessiné comme ça, a décidé ce cadrage-là, et venir dénaturer les choses en changeant la proportion des vignettes pour pouvoir mettre des astérix, c'est un peu périlleux parce qu'on dénature l'œuvre. Et dénaturer l'œuvre, c'est perdre l'essence de l'œuvre. Donc voilà, comme j'ai dit, le problème c'est que on est vraiment dans une politique quand on analyse une œuvre qui sort d'une adaptation. C'est-à-dire qu'il faut se placer sur un positionnement de réception. Les personnes qui réceptionnent l'œuvre. Il y a plusieurs typologies. Il y a ceux, du coup, pour la série This Is Us, et du coup, avec l'émergence des séries sur Internet, c'est que le public peut consommer plus facilement les films, les séries. À une époque où j'étais plus jeune, quand j'avais 10-12 ans, c'était compliqué d'avoir accès à des séries américaines qui n'étaient pas encore diffusées sur les grandes chaînes. C'est-à-dire que soit tu avais le câble et par le câble, tu réussissais à réceptionner les séries, les chaînes allemandes, anglaises et belges, soit tu téléchargeais sur comment s'appelle sur Scheherazade et compagnie des séries entières ou sur LimeWire, mais le problème c'est que maintenant avec le streaming c'est très très facile, ce qui fait que beaucoup de personnes quand ils regardent une série ils ont déjà vu la série quand elle arrive à la télé, et c'est ça qui devient un peu le paradoxe, c'est que maintenant les gens sont devenus déjà fans de la série d'origine, donc ils ne font que revoir une relecture qui peut souvent paraître moins bonne. Mais dans l'histoire des adaptations, là, le principal argument du spectateur français moyen, c'est que la série qui regardait, je te promets, est une série française. C'est-à-dire qu'on a ce sorte de préformatage de l'idée, quand c'est français, c'est mauvais. Alors que à l'étranger, beaucoup de pays voient la production artistique française, enfin la bonne production, celle qui peut rentrer dans le cadre de la critique et du littéraire et des études, comme étant quelque chose de noble. Par exemple, la Nouvelle Vague, beaucoup de Français moyens n'aiment pas les films de la Nouvelle Vague, alors qu'aux États-Unis, en Angleterre, en Amérique latine, au Japon, on étudie en cours la Nouvelle Vague française. Et là, on a du coup ce barrage, c'est-à-dire ce barrage cognitif, c'est-à-dire que c'est un biais cognitif, c'est français donc c'est mauvais. Donc comme on part du principe que c'est mauvais, on analyse forcément de manière négative l'adaptation de Je te promets, et ça crée cette conséquence, c'est que on est du coup plus négatif et plus exigeant, alors que c'est une très bonne adaptation. J'ai fait regarder ça à ma famille, à ma grand-mère qui ne connaissait pas la série originale, elle trouve ça fabuleux. Elle dit c'est gentil, c'est réaliste, ça nous montre des situations qui sont vraies, des situations de tous les jours. Mais je pense que si jamais je lui faisais voir This Is Us, elle aura un problème, c'est que elle n'a pas la culture américaine. C'est-à-dire qu'elle est française. Donc, le truc de la limonade, elle ne va pas être touchée pareil que le coup du vin. Et on est allé jusqu'à vraiment adapter totalement tout. Parce que c'est comme ça. C'est comme, par exemple, quand tu fais un film qui se passe, par exemple, à New York, avec que des Japonais dedans. C'est pas possible. À ce moment-là, il va falloir dire que c'est un film qui se passe dans la communauté japonaise de New York. Mais c'est comme ça, une adaptation
Une bonne adaptation, elle se doit de rester fidèle avec des partis pris, mais également un travail de transposition. S'il n'y a pas ce travail-là, ce n'est pas une bonne adaptation. Et là, jusqu'à présent, je te promets une bonne adaptation de This Is Us, parce qu'elle a tous les éléments techniques, tous les éléments artistiques qui permettent de dire que c'est une bonne adaptation, qui respecte les codes de l'adaptation. Et ceux qui ne connaissent pas c'est quoi les codes de l'adaptation, il y a plusieurs livres techniques universitaires qui ne parlent que de ça. Il y a même des livres qui s'appellent Introduction à l'adaptation, Introduction à l'analyse de l'adaptation, et c'est carrément un champ d'études qu'on peut faire pendant des années, et je vous conseille fortement, quand vous regardez une œuvre qui sort d'une adaptation, de faire un travail sur vous. C'est-à-dire que vous devez analyser ce film nouveau comme étant une nouvelle œuvre et mettre de côté ce que vous connaissez déjà. Et évitez de regarder le film en faisant dans votre tête une comparaison sans cesse, parce que ça vient finalement perturber votre qualité d'appréciation. Mais une fois que vous avez fini de regarder la série qui est adaptée, allez revoir la série originale si ça vous chante. C'est le travail que j'avais fait moi pour Being Human. Ça m'a permis du coup de ne pas comparer tout, c'est-à-dire que j'avais vu tout Being Human, la version UK, et après j'ai regardé la version US. Moi après, Being Human, il y a un gros problème, c'est que les créateurs qui étaient sur la série UK ont travaillé sur la série US, et donc ils ont voulu pousser dans l'adaptation certains éléments qu'ils n'avaient pas pu développer dans la série d'origine qui venait d'Angleterre. Voilà, c'était Julien du blog lemecquipasse.fr, c'était un numéro spécial adaptation. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et des commentaires. Ciao, ciao!